Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation du programme Fit for Resilience. Le webinaire sera co-animé par Mindforest et Lux Innovation. Donc, au niveau des intervenants, moi-même, Michael Bénédic, je suis consultant spécialisé en gestion du changement chez Mindforest. Donc, j'accompagne les entreprises dans leur réflexion au repositionnement stratégique, mais également dans tous les changements que ça peut impliquer, tant au niveau de la culture qu'au niveau des compétences managériales. Bonjour à tous, je m'appelle Tom Royland. Ça fait maintenant quelques mois que je suis au sein de Mindforest et j'interviens surtout dans des sujets d'organisation et l'analyse des processus. Bonjour à tous, donc moi je suis Arnaud Duban, je travaille pour Lux Innovation depuis 15 ans maintenant et c'est moi qui suis en charge de l'équipe de soutien aux PME et donc c'est nous qui avons mis en place ce nouveau programme Fit for Resilience. Alors, avant de débuter, quelques bonnes pratiques au niveau des webinaires. Si vous ne souhaitez pas prendre la parole, pensez bien à couper les micros. En cas de mauvaise qualité de votre connexion Internet, éteignez votre vidéo, vous aurez une meilleure réception au niveau du son. Et puis, pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat, notamment pour noter vos remarques ou si vous avez des questions particulières. Et comme ça nous permettra d'y revenir à la fin lors de la discussion. Un petit mot de présentation au niveau de Mindforest. Donc Mindforest, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en gestion du changement, qui existe depuis le début des années 2000, qui s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour adresser toute la complexité des problématiques de gestion du changement. Donc on intervient sur différents thèmes, comme la redéfinition et l'activation des stratégies, l'engagement des salariés, l'amélioration des processus ou encore le changement de culture. Et puis, chez Mindforest, la philosophie, c'est un peu de travailler différemment, donc en s'appuyant beaucoup sur des démarches participatives et créatives quand on réalise des projets, et en s'appuyant également beaucoup sur le visuel, puisque ça permet de donner du sens aux démarches qu'on met en place et puis de favoriser l'appropriation des changements. Alors, Mindforest est donc un des consultants agréés pour le programme Fit for Resilience. Les atouts de Mindforest dans ce contexte-là, c'est que le cabinet dispose d'une profonde connaissance du tissu et des acteurs économiques luxembourgeois, ce qui peut donc être très utile dans une logique de redéfinition de stratégie. Une forte expérience également sur les problématiques spécifiques des PME, étant nous-mêmes une petite entreprise, et puis ayant accompagné un grand nombre d'entreprises de taille petite ou moyenne, on sait pertinemment quelles sont les différences entre le fonctionnement d'une PME et puis le fonctionnement d'une entreprise de grande taille. On fait appel à des expertises complémentaires afin d'apporter des solutions sur mesure. Un accompagnement avec Mindforest, c'est un accompagnement qui sera donc personnalisé. On n'a pas de méthodes ou de solutions standardisées comme ça peut être le cas pour d'autres cabinets de conseil. On a un accompagnement expert sur la redéfinition et la mise en œuvre stratégique, tant sur la définition de la stratégie que sur sa mise en œuvre par la suite. On travaille en collaboration étroite avec Lux Innovation durant toutes les phases du projet. Et puis, on est un partenaire expérimenté sur les différents programmes d'aide, puisque Mindforest a déjà eu l'occasion de participer en tant que consultant à différents programmes Fit for en partenariat avec Lux Innovation. Je crois que c'est à mon tour, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Je vais juste vous donner en quelques mots, vous rappeler ou vous présenter Lux Innovation. Si tu veux passer sur le slide suivant. Bien sûr. Ou c'est moi qui peux le faire, je ne sais pas. Non, je vais le faire. D'accord. Voilà, donc Lux Innovation, c'est l'agence pour l'innovation au Luxembourg. Nous sommes créés depuis plus de 35 ans maintenant. Et notre mission, c'est d'encourager et de supporter les entreprises à innover et à croître de façon intelligente. Donc, c'est vraiment l'objectif primaire, c'est le support aux entreprises au Luxembourg. Une deuxième mission, c'est de faciliter les collaborations entre les secteurs publics
de la recherche et des entreprises privées au Luxembourg. Et puis, une des troisièmes missions que l'on a, c'est d'assurer également que le Luxembourg continue d'être un territoire attractif pour les investissements internationaux étrangers. Donc, c'est une mission qui est également importante pour nous, donc d'encourager les investissements étrangers sur les territoires luxembourgeois. Sur le slide suivant, s'il te plaît. Comment nous procédons? Eh bien, nous facilitons, donc, pour encourager les activités d'innovation dans les entreprises et avec les interfaces avec les centres de recherche, eh bien, nous facilitons, nous donnons accès à différentes sources de connaissances, également à les différentes sources de financement. Nous avons aussi la possibilité de mettre en connexion avec des fournisseurs de technologies, avec l'accès à des infrastructures, à des réseaux. Et donc, tout ça se fait par une interaction assez forte entre les différents acteurs au sein de l'écosystème luxembourgeois, et nous les connaissons en grande partie. Et donc, c'est vraiment une des forces de l'agence, c'est cette connexion avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit le côté entreprise, institutionnel et de la recherche publique. Le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, d'une façon plus pragmatique, plus concrète, comment ça s'illustre? Eh bien, nous avons une interaction forte avec les entreprises. Ah, là, il y a un écho. Ah. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises pour identifier leur capacité à innover et mettre en place des projets d'innovation. On les aide également à accéder aux différentes sources de financement public pour innover dans tous les domaines, que ce soit une innovation au niveau des produits, des services, mais également au niveau des processus internes de l'entreprise. On fait également tout ce qui est connexion avec les autres partenaires nécessaires pour construire des projets collaboratifs. Et ceux-ci peuvent être financés également par des sources de financement au niveau étatique ou au niveau européen. Et on met, comme je vous l'ai dit, concrètement en relation les entreprises avec les centres de recherche pour partager les connaissances au niveau technologique nécessaires pour que l'entreprise puisse innover. Voilà. Oui, quant au contenu de notre webinaire Fit for Resilience d'aujourd'hui, nous allons commencer par vous présenter le programme en général. On fera entre autres un sondage pour déterminer les différents aspects, les différents domaines d'impact de la crise sur votre société. On va vous démontrer comment Mindforest pourra vous accompagner tout au long du programme. Et vers la fin, Arnaud vous présentera les aspects un peu plus administratifs à respecter lorsque vous faites une demande officielle auprès du ministère de l'économie. Et pour conclure, vous aurez bien sûr la possibilité de poser vos questions. Voilà. Donc, le programme Fit for Resilience, en quelques mots, le programme, eh bien, c'est un des éléments de réponse à la crise que l'on a tous vécue. Et nous avons construit ce programme en coopération avec le ministère de l'économie pour répondre aux besoins des entreprises qui se sont manifestées auprès de nous, puisque les entreprises ont été fortement impactées dans leur mode de fonctionnement à tous les niveaux, que ce soit au niveau des supply chains, au niveau des ressources humaines, au niveau de la vente, tout simplement, impossibilité de vendre des produits. Et donc, face à ces différents constats, on a proposé donc de mettre en place ce programme Fit for Resilience pour aider les entreprises à renforcer leur résilience par l'innovation stratégique. Donc, résilience, c'est cette capacité à absorber des chocs, à se remettre en question et à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Sur la slide suivant. Alors, ce programme, comment il fonctionne? L'objectif, c'est d'avoir pour l'entreprise un plan de repositionnement stratégique. Est-ce que je dois continuer mes activités telles qu'elles sont aujourd'hui? Comment je peux modifier ma proposition de valeur? On va évoquer tout ça par la suite. Donc, c'est une réflexion stratégique qui est menée à l'aide donc de consultants externes qui vont venir
intervenir dans votre entreprise pour une mission qui sera comprise entre 5 et 25 jours. Donc, ça, c'est vraiment du sur-mesure. Ce n'est pas un forfait standard. C'est vraiment adapté à la situation, mais ça reste cadré entre 5 et 25 jours. Le tarif de la prestation, ce n'est pas gratuit, puisque c'est limité à 1 200 € hors taxe le jour. Mais par contre, avec l'aide du ministère de l'économie, c'est la signification du terme MECO ici, c'est le ministère de l'économie, c'est notre terminologie, eh bien, c'est une subvention de 50% sera reversée à l'entreprise sur base donc, du devis initial qui aura été présenté. Le slide suivant, s'il vous plaît. Ah, pardon, voilà. Ah oui, merci Arnaud. Cela nous emmène déjà à notre premier sondage qui se concentre plutôt sur l'impact de la crise sanitaire sur le plan business de votre société. Je vais lancer le premier sondage. Vous devriez le voir sur votre écran. Et je vous invite donc de choisir un maximum de 3 réponses parmi les propositions qu'on vous fait. Et n'hésitez pas à nous faire rebondir des questions si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses données ou si vous voulez en ajouter d'autres. Je vous laisse quelques 2 minutes pour répondre et puis on va regarder ce que vous avez mis comme réponse. Bien sûr, si vous cochez autre, vous pouvez nous laisser un commentaire dans le chat et on pourra en discuter par après. Je vois que oui, ça se remplit au fur et à mesure. Je vois que 3 d'entre vous n'avez pas encore fait votre choix. Est-ce que ça fonctionne chez vous ou vous voulez que je termine le premier sondage? Ah oui, ça marche. Ah, voilà, les 2 minutes sont écoulées, donc je vais clôturer ce sondage. Et là, vous devriez voir les résultats. Alors, effectivement, au niveau des résultats, donc, la majorité des répondants, la modalité de réponse qui revient le plus dans les domaines qui vont être impactés au niveau du business model, c'est la dimension client. Donc, le portefeuille client et la relation, la manière d'entretenir les relations avec les clients. Et puis, un deuxième point important qu'on peut relever aussi, c'est l'impact au niveau de l'organisation interne et au niveau RH. Donc, tant la manière dont on organise les activités au sein de l'entreprise qu'au niveau des compétences des employés et au niveau des politiques de recrutement. Donc là, c'est les 2 principaux points qui sont impactés au niveau du business model suite à cette crise-là, selon vous. Les clients, donc les relations clients, et puis l'organisation interne et les questions RH. Ça va nous permettre de poursuivre au niveau de la deuxième question. Oui, la deuxième question, ça se concentre plutôt sur la maturité digitale de votre société. Donc là, à nouveau, on vous invite à répondre à la question « Quelle importance accordez-vous à la digitalisation ?» pour les aspects suivants. Et comme la dernière fois, on vous demande de choisir seulement 3 réponses. Tom? Oui, Jane. Je sens qu'il y a un problème technique parce qu'on ne peut que choisir une chose. Alors, je vous préviens juste parce que ça va porter sur les résultats.
D'accord, Ok, merci Jay. merci pour l'info. Bah, on va donc changer d'objectif, choisir ce qui est le plus pertinent pour vous. Il y en a encore 3 parmi vous qui n'ont pas voté. Je vous demande je vous invite de le faire maintenant. Voilà. Voilà, là on y est. Je vais clôturer le questionnaire et effectivement, vous allez voir que c'était surtout pour attendre les clients existants et attirer de nouveaux clients que vous utilisez la digitalisation. Si vous auriez eu la possibilité d'en choisir d'autres, je vous rebondis la question à l'oral. Alors, quelles seraient d'autres réponses que vous auriez choisies? Vous pouvez les mettre dans le chat. Voilà. De la même manière que sur la question au niveau des impacts sur le business model, les deux éléments qui ressortent effectivement, c'est pour atteindre les clients, hein, c'est au niveau de la relation client encore une fois, et puis on a à égalité là l'amélioration des capacités ou l'amélioration de l'organisation interne et de la gestion des ressources humaines. Donc on voit que c'est convergent par rapport aux éléments de réponse sur la première question. Là, on vient d'avoir un retour d'Anne-Laure qui dit que si les propositions 2 et 3, ben voilà, pour améliorer les capacités en particulier, pour développer la proposition de valeur, qui est aussi très pertinent. Et voilà, la quatrième option que Michael vient de dire, pour améliorer l'organisation interne. OK, bah, cela nous emmène à notre troisième et dernière question pour vous, qui touche un peu plus l'économie circulaire, c'est-à-dire un modèle de production plus durable, si cette idée est pertinente pour les aspects suivants de votre activité. J'espère qu'on a pu les... ah oui, voilà, les premières réponses. Est-ce que vous arrivez à choisir plusieurs réponses cette fois-ci? Oui. Ok, c'est bien. Merci. Et à nouveau, si vous choisissez autre, ce serait intéressant de nous laisser un commentaire dans le chat afin qu'on puisse en discuter. On attend encore quelques réponses, puis je vais clôturer la question. La voilà. Donc là, vous devriez voir vos réponses. Donc là, de façon très majoritaire, l'économie circulaire, c'est pertinent selon vous pour développer votre proposition de valeur, la valeur que vous créez de façon globale. Et également, deuxième élément de réponse qui ressort fortement, c'est pour attirer ou maintenir des clients, attirer de nouveaux clients ou bien maintenir votre base de clients actuels. Donc on voit que cette dimension client, elle est vraiment prégnante dans toutes les trois questions qu'on a pu poser, tant au niveau des impacts, au niveau du business model de cette crise,
que de l'utilité de la digitalisation ou encore que du recours à une logique d'économie plus circulaire. Donc tout ça, on va pouvoir y revenir par la suite dans la discussion sur les possibilités de repositionnement stratégique. Mais on va peut-être déjà poursuivre au niveau de la démarche d'accompagnement dans le cadre du programme Fit for Resilience. Donc, quelques propos introductifs avant de présenter la démarche plus en détail. Comme l'écrivait Voltaire, il n'y a pas de mal dont il ne naisse un bien, c'est-à-dire que même des situations difficiles, des situations de crise, il y a toujours des effets bénéfiques à retirer. Mais l'identification de ces bénéfices potentiels, ça demande de la prise de recul et parfois de l'accompagnement. Donc, on a pris ici l'exemple d'un automobiliste qui retrouve sa voiture sous un arbre. Donc, sa première réaction, ça ne va pas être de se demander ce qu'il peut retirer de positif de la situation. Mais avec un peu de temps, en changeant ses habitudes, eh bien, ça va peut-être lui permettre de découvrir des modes de transport alternatifs comme le vélo. Et il finira par préférer ce mode de transport à la voiture parce qu'il va se rendre compte que c'est plus écologique, meilleur pour sa santé physique et son équilibre mental. Donc, la philosophie du programme Fit for Resilience, c'est un peu dans ce sens-là, donc d'aider les petites et les moyennes entreprises à prendre du recul par rapport à toutes ces situations difficiles de la crise et à alimenter les réflexions sur un repositionnement, sur un changement stratégique. Alors, comme on l'a dit, les crises, ça constitue autant d'opportunités sur le plan économique et stratégique, parce que toute crise est porteuse de difficultés et pour pouvoir les surmonter, il va falloir se réinventer un peu, il va falloir faire preuve de créativité. On a repris ici quelques exemples de petites entreprises qui ont su faire qui ont su s'adapter pour faire face à la crise du Covid. La première illustration, c'est une société de découpage et de tôlerie qui a développé un pince-nez, qui sont appelés pince-mi, qui doit être positionné sur le masque. Et ça permet d'une part de mieux être protégé parce que parfois les masques ne sont pas toujours bien ajustés. Et puis d'autre part, ça permet aux personnes qui portent des lunettes de ne pas avoir la buée sur les lunettes. Ça, c'est un premier exemple d'adaptation. Une deuxième illustration, c'est une société qui est spécialisée en Allemagne, qui a développé une sorte de car wash mobile pour les caddies de supermarché et qui se déplace régulièrement au Luxembourg. Donc là, l'illustration, ils sont en train de désinfecter des caddies justement pour faire face à la crise et ils sont sur le parking de Cactus à Béton. Voilà, quelques illustrations. Au niveau de la démarche générale d'accompagnement sur le programme Fit for Resilience, il y a plusieurs grandes étapes qui vont vous permettre de vous accompagner dans votre réflexion pour un repositionnement stratégique de sortie de crise. La première étape, c'est ce qu'on appelle le kick-off. Donc, c'est une phase de lancement du projet où là, on va vraiment poser les bases d'une collaboration tripartite entre l'entreprise, le consultant et puis Lux Innovation. Ensuite, on a une phase de cadrage qui va permettre d'affiner la compréhension du contexte de l'intervention pour le consultant et de recueillir des premiers éléments qui vont alimenter la réflexion sur les possibilités de repositionnement stratégique. Ensuite, on a la phase d'analyse stratégique en tant que telle. Donc là, on va établir un diagnostic qui sera partagé entre le consultant et puis la direction d'entreprise. Et on va inclure dans cette phase de réflexion les impacts de la crise sur votre business model. Ensuite, il y a une phase de construction du plan d'action. Donc là, l'idée, c'est qu'on va sortir une roadmap avec différentes possibilités d'action à court terme et à moyen terme pour à la fois assurer la relance de l'activité et assurer le repositionnement stratégique. Et puis la dernière phase, c'est la validation, la présentation et la validation d'un rapport final où là, on va vraiment formaliser tous les éléments de la réflexion stratégique. Et puis, on va présenter ça en présence de Lux Innovation avec l'entreprise cliente pour valider les options qui auront été retenues. Oui, comme Miguel a déjà dit, lors du kick-off, il s'agit plutôt d'une réunion entre Mindforest, Lux Innovation et les représentants de la PME. On utilisera cette première réunion pour s'aligner, pour échanger des informations, des documents
afin de bien définir le scope et les attentes du projet. Et bien sûr, ceci nous aidera au long du projet de rester alignés vu l'organisation et la collaboration entre les parties prenantes tout au long du projet. Alors ensuite, on a la phase de cadrage. Donc là, l'idée, c'est, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour comprendre le contexte et les possibilités de redéploiement stratégique. On va commencer avec quelques entretiens, donc souvent avec le ou les dirigeants, et puis les collaborateurs qui sont jugés pertinents pour la réflexion stratégique, donc par exemple des collaborateurs qui auraient une connaissance très fine du marché ou de la concurrence. On va aussi faire une analyse documentaire, donc les documents qui sont fournis par l'entreprise, ou encore les données sectorielles ou concurrentielles quand elles sont disponibles. Et de là, on va obtenir un premier aperçu au niveau des forces, faiblesses, menaces et opportunités. Et puis, on va mettre tous ces éléments-là dans une matrice de synthèse qui sera utile ensuite pour la phase suivante d'analyse stratégique plus approfondie. Donc là, des exemples de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette phase de cadrage, c'est par exemple au niveau de l'analyse externe, et qui sont vos concurrents, qui sont vos clients et quel est votre positionnement actuel par rapport à tous ces éléments-là de l'analyse concurrentielle. Au niveau interne, est-ce que vos processus sont optimaux? Est-ce que les compétences dont vous disposez actuellement sont bien adaptées à votre activité? Est-ce que votre culture serait compatible avec un fonctionnement beaucoup plus orienté vers le digital? Et puis, est-ce que toutes les activités que vous réalisez ou vous réalisiez avant la crise sont encore nécessaires? Donc, ça, c'est des exemples de questions qu'on pose dans cette phase de cadrage. Oui, l'analyse SWOT, elle se pose principalement sur 4 piliers, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Lorsqu'on parle de force, on veut montrer les avantages concurrentiels qu'on a à l'interne. Et de bons exemples sont par exemple nos produits ou services innovants, notre main-d'œuvre ou le savoir-faire. Si on est à la recherche des propres forces, une bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que nous avons et que nous voulons garder? Les faiblesses, par contre, sont les caractéristiques qui désavantagent la société par rapport aux concurrents du marché. Ça peut être une mauvaise réputation auprès du client, du mauvais leadership de notre côté, ou bien des processus à l'interne qui sont peu efficaces. Si on se demande qu'est-ce que nous n'avons pas, mais que nous souhaiterions avoir, ça s'adresse aux opportunités du marché, c'est-à-dire de l'environnement externe, qui pourrait être exploité pour notre avantage. Si on prend l'exemple de ce programme Fit for Resilience, il s'agit d'une subvention étatique, en quelque sorte, et c'est une opportunité à saisir afin de se repositionner après cette crise sanitaire. Les menaces, ce sont les facteurs externes qui pourraient poser des problèmes à l'avenir. Là, on parle surtout des nouveaux concurrents sur le marché, ou bien aussi des évolutions technologiques dont on ne s'est pas rendu compte et dont on ne peut pas tirer assez d'opportunités. À partir des résultats de cette analyse SWOT, on peut procéder alors à combiner les opportunités et les menaces de l'environnement externe avec les forces et faiblesses de l'organisation interne. On obtient alors 4 axes stratégiques qui peuvent être visualisés dans la matrice que vous voyez sur votre écran. On parle de la matrice Taos. Combiner les composantes selon 4 axes différents permettra d'évaluer de stratégies différentes. Si on combine les forces et les opportunités, on décrit bien la situation idéale qui va nous permettre de maximiser les forces internes et les opportunités du marché. Cette stratégie invite à envisager de comment se développer davantage et comment diversifier le portefeuille de produits et des services. Par contre, si on combine les menaces et les forces, on s'appuie sur ses propres forces internes pour minimiser les impacts des menaces externes. Comme par exemple, Amazon, c'est une organisation énorme qui a des capacités financières pertinentes et Amazon peut baisser le prix pour éliminer la concurrence par la suite.
En tenant compte des opportunités et des faiblesses, on accepte que nous, à l'interne, on a des vulnérabilités, mais l'environnement nous offre assez d'opportunités pour y remédier. L'externalisation d'activités ou bien l'acquisition d'autres entreprises, on peut être une option. Puis, tout dernièrement, la stratégie la plus offensive met les menaces en relation avec nos propres faiblesses. Dans la majorité des cas, on se retrouve dans un environnement très hostile où nous, comme société, on n'a pas vraiment d'atouts significatifs. Dans ce cas-là, notre stratégie prioritaire consiste surtout à éviter les menaces et une telle formule vise souvent à tout simplement assurer la survie de la société. Alors, suite à l'utilisation de ces modèles-là, on va, dans la suite de la démarche, continuer à alimenter la réflexion. Donc, avec la troisième phase, qui est l'analyse stratégique en tant que telle. Donc là, on va repartir des éléments qu'on a déjà recensés lors du cadrage et qu'on a structurés à l'aide des outils que Tom nous a présentés. On va compléter l'analyse au niveau interne et au niveau externe. Et on va surtout creuser la réflexion par rapport aux impacts de la crise sur les dimensions internes et externes de l'entreprise. Donc, on va utiliser une approche pour réfléchir à son repositionnement stratégique qui peut donner ça. Donc, en gros, on va déjà chercher à savoir quels sont les effets de la crise sur notre environnement. Donc, on peut commencer à se demander au niveau externe, hein, au niveau interne, au niveau des compétences internes. Donc, qu'est-ce que ça a révélé cette crise au niveau des forces et des faiblesses de l'organisation interne? Donc, par exemple, en termes d'organisation, est-ce que ça a révélé des choses sur la définition des rôles et des responsabilités, hein? Ça a mis en avant des manquements. Ou au contraire, est-ce que ça a été assez facile de s'adapter parce que chacun était bien au fait de son rôle et de ses responsabilités? Au niveau du management, qu'est-ce que ça a révélé? Est-ce que tous les managers ont bien endossé leurs responsabilités? Est-ce que c'est un échelon hiérarchique dont on a encore besoin, le management intermédiaire, hein? Est-ce que ce ne serait pas le moment de basculer sur des modèles d'organisation assez récents, comme l'entreprise libérée ou l'allocratie? C'est des questions qui peuvent être posées. Qu'est-ce que ça a révélé au niveau de vos outils de coordination et de communication, hein? Est-ce que ça a été facile de se coordonner, par exemple, dans le contexte particulier de la mise en place du travail à distance de façon précipitée? Est-ce que votre culture vous a permis de bien fonctionner dans ces contextes-là? Et puis, est-ce qu'avec le télétravail, est-ce qu'on n'a pas vu émerger des nouvelles pratiques qui mériteraient d'être ancrées dans la durée? Et on va aussi évaluer, lors de cette phase-là, le niveau de maturité digitale de l'entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Est-ce que votre entreprise serait prête à basculer vers un fonctionnement beaucoup plus digital ou pas? Et donc, par rapport à ça, eh bien, on va pouvoir identifier des nouvelles forces et des nouvelles faiblesses. Ensuite, on va faire la même chose au niveau de l'environnement externe. Donc, qu'est-ce que ça a changé cette fois au niveau, par exemple, de la concurrence? Quels sont les acteurs qui ont su tirer leur épingle du jeu? Bon, si on prend le domaine de la formation, par exemple, ce sont les organismes qui avaient déjà des propositions de solutions à distance qui ont pu bénéficier de la crise, hein. Si on parle de la dimension consommateur, donc c'était quelque chose qui ressortait fortement du sondage, qu'est-ce que ça a changé au niveau des comportements des consommateurs? De façon très simple, le développement des comportements d'achat en ligne, la livraison, le drive, la vente à emporter, tout ça, ça s'est accentué. Et c'est une tendance qui sera lourde pour les prochaines années. Et puis, est-ce qu'on peut identifier des complémentarités, hein, des produits ou des services complémentaires à votre offre qui permettraient de mieux répondre aux attentes de vos clients dans l'après-crise? Donc de là, on pourra aussi se poser la question, en termes d'économie circulaire, est-ce que ce serait possible de plus intégrer vos activités dans une logique d'économie circulaire, donc une économie qui soit à la fois plus durable et responsable? Donc tout ça, ça va nous permettre de déboucher sur l'identification de nouvelles menaces et de nouvelles opportunités. Et ensuite, on va raisonner au niveau
des impacts sur le business model que Tom va nous présenter. Justement, le business model que vous voyez sur votre écran, il nous permet de déterminer le business plan actuel de la société pour ainsi en déduire les domaines d'amélioration. Pour illustrer ça davantage, on va vous donner l'exemple de MindForest pour ce programme Fit for Resilience. Si on commence par les key partners, les partenaires clés de la société, on parle de tous les partenaires qui sont impliqués dans le projet. Donc pour l'instant, ce sera bien sûr MindForest, Lux Innovation et les dirigeants de la PME. Si on parle de Key Activities, on parle des activités clés qui nous permettent à vous offrir notre Value Proposition. Les Key Activities, ça peut être les réunions dont on vient de parler, les quelques workshops qu'on veut faire avec vous, ou bien écrire des rapports qui sont à remettre à la fin. Les ressources clés, ce sont les ressources humaines, physiques et aussi financières qui nous permettent de bien faire ces activités clés. Pour l'instant, c'est Michael et moi, donc deux consultants. On aura besoin de nos laptops, de notre savoir-faire. Si on va se déplacer pour voir le client, on aura besoin d'une voiture pour le déplacement. Et si jamais le client vient nous voir dans nos bureaux, on aura besoin d'un bureau pour le rencontrer. Ce qui est plus intéressant et plus crucial, c'est la value proposition, donc les produits, les services qu'on veut offrir. Là, je reprends un peu ce que Michael a déjà dit au début. MindForest, c'est une entreprise de conseil avec plus de 20 ans d'expérience en change management. Donc, on peut démontrer du savoir-faire. On vous propose d'être proche aux clients et donc avoir un accompagnement flexible, mais aussi individuel, qui met le client avant tout. Le Customer Relationship décrit comment on rentre en contact avec le client. Pour le programme, on va déterminer une gouvernance de gestion de projet tout au début, qui détermine aussi l'interaction qu'on aura avec les clients. Et puis, au fur et à mesure, on va voir si on va le faire par mail, par Zoom, si on se voit en personne. Les channels, donc les canaux de communication, mais aussi les canaux de distribution et de vente, ça décrit un peu le chemin de notre service ou du produit offert, de l'instant où on le promouvoit jusqu'à l'instant où on le livre au client. C'est-à-dire que comment est-ce que le client il prend connaissance de MindForest? Ça peut être à partir de projets ultérieurs. On est bien représenté sur notre propre site web ou sur le site web de Lux Innovation qui nous positionne comme consultant agréé. On peut bien sûr faire un webinaire sur le sujet de Fit for Resilience comme on le fait maintenant. Ou bien on peut lancer une campagne mail qui invite à s'intéresser aux thématiques. Dernièrement, ce qui concerne les clients qu'on veut toucher, il n'y a pas de secteur spécifique. Ce sont les PME en général qu'on aimerait inviter à contribuer à ce programme-là. Là, vous voyez qu'on vient de parler de la partie en haut du modèle, mais il y a deux questions principales à se poser. Tout simplement, d'où vient l'argent? Comment est-ce qu'on peut financer nos opérations? Et de l'autre côté, quelles sont les dépenses qui sont essentielles à faire pour garantir de vous offrir le produit et le service? Alors, une fois qu'on aura réalisé ces réflexions avec l'ensemble des outils qui vous ont été présentés ici, on va se positionner sur un plan d'action. Donc là, on va essayer d'élaborer différents scénarios de repositionnement stratégique. Et puis, par rapport à ça, eh bien, on va choisir un scénario qui semble le plus pertinent dans votre cas par rapport à différents critères. Le niveau de maturité digitale, on l'a dit, le fait de vouloir se positionner plus dans une logique d'économie circulaire, mais également les contraintes que ça demande, les ressources qui vont être nécessaires pour ce repositionnement. Et une fois qu'on aura choisi un scénario de redéploiement stratégique, eh bien là, on va définir ce qu'on appelle un plan d'action, donc les différentes actions qu'on va devoir mettre en place
pour à la fois relancer l'activité à l'issue de la crise, mais également, donc là plutôt les actions à court terme, pardon, avec des KPI spécifiques pour avoir une idée des indicateurs qui vont nous permettre de savoir si on a bien réalisé ce qu'on voulait faire. Et puis des actions de repositionnement plus à moyen terme. Cette fois-là, il s'agira vraiment d'établir une roadmap avec les actions qui sont nécessaires pour repositionner l'entreprise du point de vue stratégique. Donc, des exemples de questions auxquelles on va essayer d'apporter des réponses dans cette phase de plan d'action, c'est qu'est-ce qui change concrètement au redémarrage, qui est en charge de quoi et pour quand est-ce que ça doit être mis en place, avec différents sujets. La stratégie informatique, si on va vers plus de digitalisation, la mise en œuvre des nouveaux processus, le développement des compétences ou de la culture digitale si on s'oriente davantage vers le digital. Donc l'idée, c'est vraiment de synthétiser dans une roadmap toutes les actions qui vont nous permettre de redémarrer l'activité, de se repositionner sur le plan stratégique. Et puis ensuite, la dernière phase, c'est qu'on va avoir une phase de validation, de présentation et de validation du rapport final, donc avec Lux Innovation et la PME cliente, où là, on va reprendre l'ensemble des éléments qui ont fait l'objet de l'analyse, l'analyse stratégique tant sur le plan interne qu'externe. On reprendra les SWOT, la matrix TOIS, le business model qui a été analysé. Et puis, on reprendra les éléments du plan d'action. Et on fera valider tout ça de façon concertée avec le client et Lux Innovation. Et on pourra également envisager l'orientation vers d'autres régimes d'aide qui permettront à la PME de continuer à bénéficier de mesures pour assurer sa compétitivité et son positionnement stratégique. Alors, un exemple de réflexion stratégique dans le domaine du conseil, on a essayé justement, dans le contexte de la crise et suite à la crise, de réfléchir pour mieux intégrer le digital dans nos activités et puis pour essayer d'être plus dans une logique d'économie circulaire. Donc, la première chose que va nous permettre, nous, le digital, ça va être de diminuer nos déplacements et nos coûts d'infrastructure. Par exemple, dans le domaine du conseil, avec ce type de prestations de webinaires ou encore les formations en ligne, les workshops en ligne, etc., ça va impacter à la fois nos coûts et ça va nous inscrire plus dans une logique d'économie circulaire avec moins de déplacements et moins d'infrastructures nécessaires pour réaliser nos activités. Le digital, ça nous permet également d'augmenter la valeur qu'on propose à nos clients, puisque avec le digital, ça permet d'être plus disponible, plus réactif, et les consultants sont plus focalisés sur leur mission, puisqu'ils passent moins de temps dans des déplacements ou ce genre d'activité un peu chronophage, qui les éloigne un peu de leur mission de base. Le digital, ça permet aussi à une entreprise comme la nôtre d'élargir un peu son portefeuille de clients. Donc ça, on l'avait vu dans les résultats du sondage, que c'était un point important pour l'ensemble, la grande majorité des répondants. Et nous, c'est pareil, ça nous permet d'aller au-delà de la demande actuelle avec ce type de webinaire ou des formations en ligne ou de workshops en ligne, puisqu'on sort du cercle du Luxembourg, voire de la grande région. Et là, on a pu rentrer en contact avec des entreprises beaucoup plus facilement qui étaient situées à un niveau plus européen. Donc, on voit bien, quand on essaye d'inclure un peu plus le digital et l'économie circulaire dans une réflexion stratégique, ce que ça peut donner. Il y a quand même beaucoup de bénéfices et d'avantages à retirer de cela. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud sur les aspects un peu plus administratifs du programme. Oui, merci Michael. Alors effectivement, si vous souhaitez réaliser cet exercice donc, de réflexion stratégique, c'est ouvert à tout type d'entreprise. J'ai vu que vous mentionnez souvent les PME dans votre présentation. C'est vrai qu'à la base, c'est destiné aux PME, mais c'est également disponible pour les entreprises qui sont plus grandes que les PME. Et donc, pour pouvoir profiter ou bénéficier de ce programme, il faut constituer une candidature qui va reprendre un certain nombre d'éléments administratifs. Et donc, il va falloir fournir une lettre de motivation qui est relativement succincte, mais pour expliquer pourquoi vous trouvez un intérêt à recourir à ce programme.
Il faudra également joindre le devis du consultant que vous aurez choisi. Donc, ce devis devra préciser pardon, le nombre de jours qui vont être prestés dans le cadre de la mission. Et puis ensuite, il y a des éléments un peu plus administratifs, classiques, je dirais, qui sont les statuts de la société, l'autorisation d'établissement qui vous a été délivrée par le ministère de l'Économie, les bilans et les comptes de résultats des derniers exercices, s'ils sont disponibles pour 2019, mais sinon 2018 feront l'affaire. Il faudra également fournir un extrait du Centre commun de sécurité sociale qui nous permet qui permet également au ministère de l'Économie de justifier l'effectif que vous avez dans votre entreprise. Et puis aussi, bien sûr, les coordonnées bancaires, puisque le paiement de la subvention sera fait par le ministère de l'Économie directement à la société. Donc, il faut pouvoir donner les éléments pour que ce transfert bancaire puisse se faire. Donc, ce sont des éléments à préparer qui sont relativement classiques, mais il faut quand même les avoir à disposition. Et pour pouvoir constituer votre dossier de candidature, eh bien, on a mis en place un site Internet qui va guider pas à pas l'entreprise pour pouvoir constituer justement ce dossier. Alors, ce n'est pas une demande en tant que telle, puisque la demande, il faut que vous l'envoyiez formellement au ministère de l'Économie, mais en tout cas, pour constituer ce dossier de demande, eh bien, il y a une plateforme qui est mise en place et l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'équipe PME chez Lux Innovation eh bien, est à votre disposition pour vous éclairer s'il y a des points qui ne sont pas clairs dans cette plateforme et également pour vous accompagner jusqu'à la finalisation de votre dossier. Alors, vous retrouverez toutes les informations sur le site Internet que l'on a créé spécialement pour présenter le programme. Donc, vous voyez l'adresse mail ici. Ce site Internet reprend les objectifs du programme, ce qui est attendu, les livrables également qui sont attendus dans le cadre du programme. Il y a un lien également direct vers la plateforme qui vous assiste pour constituer votre candidature en ligne. Et puis, il y a également un lien vers la liste des consultants qui sont agréés. Mindforest en fait partie, mais il y en a d'autres et vous pourrez donc les identifier grâce à ce lien également. Très bien. Ben, on peut maintenant passer à la partie sur l'échange, la discussion. Si vous avez des questions particulières sur la démarche ou plus au niveau du programme en tant que tel, on est là avec Tom et Arnaud pour y répondre avec plaisir. On peut peut-être revenir sur les résultats du sondage au niveau de la discussion. Si quelqu'un veut nous apporter son témoignage, donc les éléments au niveau des impacts sur le business model, où c'était surtout la dimension client qui ressortait, et puis l'organisation interne et l'impact au niveau RH aussi. Et je ne sais pas si on a un ou une participante qui serait d'accord pour nous apporter son témoignage sur les réflexions en matière de repositionnement stratégique de l'après-crise. Si ça ne passe pas par des témoignages, ça peut être aussi des questions plus sur le fond du programme, comme on le disait tout à l'heure. Vous pouvez également le formaliser dans le chat et on va répondre ainsi de suite. Bon, j'imagine que les réflexions en matière de repositionnement stratégique, vous les avez déjà un peu tous eues. Je ne sais pas si vous aviez déjà envisagé l'après-crise comme au niveau du digital. On a bien vu que c'était quelque chose qui était assez marqué, hein, puisque tout le monde a envisagé les possibilités digitales dans le cadre de la relation avec le client. Mais
Ça peut être également de s'inscrire plus dans une logique d'économie circulaire. Ça, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient envisagé également. Je vois qu'Arnaud lève la main, mais je ne sais pas si c'était pour intervenir. Oui, ce n'est pas forcément pour témoigner, mais c'est pour apporter un complément d'information. En fait, l'exercice de réflexion stratégique, ce n'est pas une fin en soi. Hein. L'idée, c'est vraiment d'établir une roadmap, de savoir comment on peut repositionner l'entreprise à moyen terme et à long terme, et de mettre en œuvre justement ce plan d'action. Et pour cela, cette roadmap va nécessiter des ressources propres à l'entreprise, mais également des ressources financières, parce que ça va être quand même assez lourd dans certains cas pour justement opérer ce repositionnement stratégique. Et donc là, le ministère de l'économie et le gouvernement a mis en place également, et ça va être voté demain en conseil de gouvernement, une nouvelle loi qui va permettre de subventionner de façon très avantageuse une grande partie des actions qui vont découler de ce plan d'action. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui est important à retenir, c'est que ce premier travail permet d'avoir les idées plus claires et de se fixer un cap. Et ensuite, pour réaliser, eh bien, il y aura également à nouveau du support étatique sous forme de subvention qui sera à disposition pour une grande partie des actions qui vont découler de cette réflexion stratégique et notamment qui vont porter sur les aspects de digitalisation et d'économie circulaire avec des prises en charge de subventionnement qui vont être assez intéressants, aux alentours de 50% des frais, des coûts qui sont en lien avec les actions. Donc, voilà, c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'il faut imaginer l'approche avec Fit for Resilience. Donc, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement global, hein, tant sur la redéfinition que sur la mise en œuvre du redéploiement stratégique qui peut être proposé dans ce cadre-là. Absolument, oui. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des remarques particulières par rapport au programme, à la démarche, aux interrogations que vous pourriez avoir par rapport à ça. A priori, non. Donc, si vous avez d'autres, s'il y a des choses qui vous viennent, si vous souhaitez des compléments d'information, vous n'hésitez pas à nous contacter. On reste disponible avec Arnaud et Tom pour ça. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. Et puis, il y aura d'autres webinaires Mindforest si ça vous intéresse. Donc, la semaine prochaine, il y a un webinaire sur la no blame culture. Donc, est-ce que l'entreprise vous donne le droit à l'erreur? Est-ce qu'il y a cette culture de droit à l'erreur au sein de l'organisation? Et si ce n'est pas le cas, comment la développer? Et puis, quels bénéfices et quels sont les enjeux autour de ça? Donc, si c'est des questions qui vous intéressent, sachez qu'il y a un webinaire auquel vous pouvez vous inscrire la semaine prochaine. Donc voilà, si vous souhaitez d'autres informations plus globales sur l'activité Mindforest, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et puis à nous suivre sur LinkedIn. Merci à tous pour votre participation et puis à bientôt. Bonne journée et merci.